Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, vous pensez voir le monde tel qu'il est réellement. Mais ce n'est pas le cas. Ce que vous voyez n'est que ce que vous voulez voir, ou plus précisément, ce que votre cerveau, profondément biaisé, vous permet de voir. Faisons un test un peu cruel, qui pourrait vous provoquer une aversion physique pour les quelques milliers de mots qui vont suivre. Et même vous donner envie de couper le son. Mais je vous suggère de persévérer, car cet inconfort indique précisément que votre cerveau est en train d'être perturbé. Maintenant, regardez autour de vous et trouvez tous les objets rouges dans votre chambre. Livres rouges, tasses rouges, motifs rouges sur le tapis. Même l'icône de notification rouge sur l'écran de votre téléphone. Bien, fermez les yeux. Maintenant, dites-moi, quels objets verts avez-vous vus tout à l'heure? Vous êtes bloqué? Vous pourriez dire que c'est injuste, vous m'avez demandé de chercher des objets rouges. C'est exact, c'est précisément ce que j'essaie de vous faire comprendre. Les objets verts dans cette pièce ont toujours été là. Ils n'ont pas disparu parce que vous avez fermé les yeux. Ni ne sont devenus invisibles parce que vous vous concentriez sur la recherche d'objets rouges. Ils existent objectivement, sur le plan physique. Les ondes lumineuses qu'ils émettent frappent constamment votre rétine. Mais pour vous, ils n'existent pas. À cet instant, vous êtes aveugle au vert. Il ne s'agit pas seulement d'un jeu visuel. C'est un microcosme de toute votre vie. Chacun d'entre nous, et je dis bien chaque personne, aussi objective, rationnelle ou indépendante d'esprit que vous pensiez être, vit dans une bulle d'information construite par notre propre concentration. En neurosciences, on appelle cela le système d'activation réticulaire, ou SAR. Cela semble très sophistiqué, mais en termes simples, c'est comme un agent de sécurité à l'entrée de votre cerveau. Le saviez-vous? Vos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, reçoivent environ 400 milliards de bits d'informations par seconde. Qu'est-ce que cela signifie? Si votre cerveau traitait toutes ces informations, votre processeur surchaufferait et grillerait en 1 millième de seconde, et votre tête exploserait comme un œuf au micro-ondes. Pour vous maintenir en vie et vous empêcher de devenir fou. L'évolution vous a doté de cet agent de sécurité appelé SAR, système d'activation réticulaire. Son travail est très simple et direct. Jetez 99,9999% des informations à la poubelle et ne laissez entrer dans votre conscience qu'environ 2000 bits d'informations. La question est donc la suivante. Quels sont les critères qui permettent à ce gardien de sécurité de laisser passer certaines informations? Comment décide-t-il de ce qui est inutile et de ce qui est important? Il n'y a que 2 critères. Premièrement, les informations liées à votre survie et à votre sécurité, c'est le réglage par défaut. Et deuxièmement, les choses auxquelles vous croyez profondément et sur lesquelles vous vous concentrez constamment. Le réglage par défaut est comme un bruit fort qui vous fait sursauter. C'est un mécanisme d'autoconservation. Le second critère est le moment décisif de votre destin. C'est pourquoi je dis que la loi de l'attraction n'a rien de métaphysique. C'est simplement de la biologie et de la physique. Vous n'attirez rien. Vous filtrez simplement les choses qui ne correspondent pas à vos croyances. Cela explique un phénomène très étrange. Pourquoi les personnes qui se croient malchanceuses connaissent-elles réellement la malchance, même en buvant de l'eau? Pourquoi les personnes qui s'inquiètent constamment d'être trahies par leur partenaire finissent-elles souvent par être trompées? Ce n'est pas que Dieu s'acharne sur vous. C'est que votre gardien de sécurité a reçu votre ordre le plus important. À ce stade, vous pourriez me contredire en disant « Ce n'est pas vrai. Je ne veux pas être pauvre. Je prie tous les jours pour que ces malheurs disparaissent. Alors pourquoi persistent-ils » Il y a là une énorme faille, une déconnexion comique entre le système linguistique humain et le fonctionnement sous-jacent du cerveau. Votre système d'activation réticulaire, SAR, ce gardien de sécurité interne, ne comprend pas la négation. Lorsque vous pensez en silence, « Je ne veux pas tomber malade, je ne veux pas tomber malade », votre cerveau ne retient que le mot-clé « malade ». C'est comme si je vous disais maintenant
Quoi que vous fassiez, ne pensez pas à un gros éléphant rose, ne pensez pas à sa longue trompe. Ne pensez pas à son derrière rond. À quoi pensez-vous en ce moment? N'est-ce pas à des éléphants roses? Lorsque vous pensez anxieusement chaque jour, je ne dois pas manquer d'argent. Votre attention est entièrement focalisée sur la peur du manque d'argent. Votre sar est très fidèle. Il comprend immédiatement. Ah, mon maître s'intéresse beaucoup au manque d'argent et y investit une énorme quantité d'énergie émotionnelle. Ce doit être une information importante. Il commence donc à rechercher dans tout le réseau des informations sur la pauvreté, vous entraînant dans ce champ d'énergie de la rareté. Vous rendant hésitant et indécis dans vos prises de décision, vous faisant manquer de réelles opportunités et, finalement, vous conduisant à devenir réellement plus pauvre. C'est une sombre comédie. Dans ce monde soi-disant objectif, nous vivons en réalité tous dans nos propres illusions subjectives. À ce propos, il faut mentionner la grande figure de la dynastie Ming, Wang Yanming. Dans son histoire de la fleur dans la roche, il a dit quelque chose de vraiment profond. Avant que vous ne voyiez cette fleur et votre cœur ne faisaient qu'un dans leur immobilité. Lorsque vous regardez cette fleur, sa couleur devient soudainement claire. Ce n'est pas une absurdité idéaliste, c'est l'effet de l'observateur en mécanique quantique. C'est le mécanisme de fonctionnement du système d'activation réticulaire, SAR. Cette fleur, ce monde, cette réalité soi-disant objective, avant que votre attention ne soit projetée sur elle, existe dans un état extrême. C'est un chaos de possibilités. C'est vous, c'est l'instant où votre regard, un regard empreint de préjugés, de peur ou de compassion, se pose sur elle. Que la réalité se concrétise. Si Su Dongpo la contemplait, il verrait les montagnes brumeuses et la pluie, tout aussi merveilleuses. Si Xianglin Sao la regardait, elle dirait « Ce monde pousse les gens à la mort. Alors, mes amis, cela ne vous donne pas froid dans le dos? Si nos vies sont telles que nous les percevons, alors certaines des souffrances et des tourments émotionnels qui nous ont hantés pendant la moitié de notre existence, les angoisses qui nous empêchent de dormir, ne sont-elles pas, dans une certaine mesure, de notre propre fait? Je sais que vos mécanismes de défense s'activent peut-être en ce moment. Vous pourriez dire, c'est de la culpabilisation des victimes. Ai-je imaginé être percuté par une voiture? Ai-je choisi de naître dans un bidonville? S'il vous plaît, calmez-vous. Je ne parle pas de bien et de mal moral, et je ne nie pas la souffrance objective. Les accidents de voiture sont des événements physiques. La pauvreté existe, bien sûr, ces choses sont réelles. Mais écoutez attentivement, l'événement en lui-même est neutre. C'est votre perspective qui lui donne le pouvoir de vous nuire. La même pluie, pour quelqu'un qui vient de laver sa voiture, c'est de la malchance, un effort gâché. Pour un agriculteur qui souffre de la sécheresse depuis 6 mois, c'est une bénédiction du ciel. La pluie elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, la pluie est juste la pluie. Votre perspective détermine si c'est un désastre ou une bénédiction. Souvent, la raison pour laquelle nous sommes piégés dans la souffrance est que, inconsciemment, nous sommes dépendants de ce rôle de victime. Cela peut paraître dur, mais c'est vrai. Lorsque nous nous définissons comme des victimes, nous nous plaçons sur un piédestal moral. Si je suis malheureux, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de ma famille dysfonctionnelle, la faute des hommes et des femmes toxiques, la faute des personnes malveillantes. Cette mentalité, je suis faible, donc j'ai raison, est une zone de confort extrêmement toxique. Elle nous décharge du fardeau de prendre la responsabilité de nos propres vies. Mais cette zone de confort a un prix. Vous confiez la télécommande de votre destin à d'autres. Si vous croyez que votre souffrance est causée par les autres, alors pour y mettre fin, vous devez attendre que les autres changent. Vous devez attendre que votre mari change d'avis, que votre patron change de conscience, que la situation économique s'améliore. Mon ami, c'est beaucoup trop passif, c'est pratiquement attendre un miracle. Si le principe du système d'activation réticulaire est vrai,
si Wang Yanming avait raison. Alors la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de changer le monde. Vous avez seulement besoin de changer votre perspective. Ce n'est pas un cliché de développement personnel. C'est une technique de piratage pour modifier le code sous-jacent. Vous devez apprendre à tromper votre cerveau, ou plutôt, à rééduquer ce gardien de sécurité. Comment le faire? Tout d'abord, vous devez arrêter de ressasser votre douleur. Le cerveau de la plupart des gens est comme une vache qui rumine. Un petit incident désagréable se produit pendant la journée. Comme se faire marcher sur le pied par un passant. Cela n'a duré que 3 secondes, mais une fois rentré chez vous, vous y pensez en mangeant, sous la douche, et plus vous y pensez au lit. Plus vous vous énervez, vous rejouez ces 3 secondes dans votre esprit 100 fois. Pour votre cerveau, vous ne vous êtes pas fait marcher sur le pied une seule fois, mais 101 fois. Votre système nerveux libère la même dose de cortisol et d'hormones de stress à chaque fois que vous y repensez. Vous tenez ce couteau appelé « mémoire » et vous vous poignardez encore et encore. Puis vous pleurez et vous vous demandez pourquoi la blessure ne guérit pas. Vous devez donner de nouvelles instructions à votre système d'activation réticulaire, SAR. Il ne s'agit pas de se tenir devant un miroir et de crier bêtement « Je suis riche, je suis heureux ». Car ce genre d'affirmation mensongère sera immédiatement démasqué et rejeté par votre subconscient. Ce dont vous avez besoin, c'est de gratitude spécifique et de questions sur les possibilités. Essayez de remplacer la question « Pourquoi ?» par « Quels sont les avantages cachés dans cette situation que je n'ai pas encore découvert ?» Lorsque vous demandez « Pourquoi suis-je si malchanceux ?» Votre SAR fouillera frénétiquement dans vos échecs passés pour vous répondre, prouvant ainsi que vous êtes effectivement un raté. Mais lorsque vous demandez « Quels sont les avantages ici ?» Aussi difficile que soit la situation, votre SAR est obligé de rechercher les facteurs positifs que vous avez négligés. Peut-être que la maladie vous permet enfin de prendre quelques jours de congé sans culpabilité, peut-être qu'une rupture vous permet enfin de prendre conscience de vos véritables besoins. Peut-être que perdre votre emploi est le pas que vous avez toujours voulu franchir mais que vous n'osiez pas. Tant que vous posez la question, votre cerveau trouvera la réponse. C'est un moteur de recherche obligatoire. Quels que soient les mots-clés que vous saisissez, il vous donnera les résultats correspondants. Vous devez également apprendre à vous réjouir et à féliciter les autres. C'est un concept important dans le bouddhisme, mais le principe est simple. Lorsque vous voyez d'autres personnes conduire des voitures de luxe et vivre dans des manoirs, si vous ressentez de la jalousie et du ressentiment, en pensant « bof ». Qu'est-ce qu'il y a de si génial là-dedans? Ce sont forcément des gains mal acquis. Vous dites en réalité à votre SAR que vous détestez. Si vous avez de l'argent, mais que vous méprisez les personnes riches, alors votre système d'activation réticulaire, SAR, vous éloignera fidèlement des opportunités de richesse. Car il veut vous protéger et vous empêcher de devenir le genre de personne que vous détestez. Inversement, si vous pouvez dire sincèrement, du fond du cœur, « Waouh, c'est incroyable. Cette voiture est magnifique, j'espère pouvoir en posséder une aussi. Et j'espère que les choses iront encore mieux pour eux. » Vous envoyez un signal à votre cerveau indiquant que vous aimez cela. Que c'est sans danger et que c'est agréable. Votre SAR commencera alors à détecter avec acuité les opportunités de richesse dans votre environnement. Il ne s'agit pas de flatterie. Il s'agit de calibrer votre système de navigation. Nous pensons souvent qu'il nous faut d'abord la richesse et la santé pour être heureux et épanoui, mais cette logique est complètement inversée. La physique nous apprend qu'il faut un négatif avant de pouvoir développer une photographie, et que la scène correspondante se révèle ensuite progressivement. Même si vous êtes sans le sou, vous pouvez ressentir un sentiment d'abondance en contemplant les fleurs sauvages au bord du chemin, car la nature vous les offre gratuitement. Vous pouvez aussi vous sentir riche simplement parce que vous pouvez respirer à plein poumon sans pollution, car c'est un don précieux de la vie. Cette joie inexplicable est la plus haute forme de force intérieure.
Lorsque vous êtes dans une situation de manque. Si vous parvenez à convaincre votre système d'activation réticulaire que vous êtes dans un état de grâce, alors le changement de votre environnement extérieur n'est plus qu'une question de temps. C'est ce qu'on appelle « faire comme si », et c'est ainsi que l'on rend l'impossible possible. Je sais que beaucoup d'entre vous trouveront cela difficile, car les voies neuronales qui nous causent de la douleur ont été empruntées à maintes reprises pendant des décennies, devenant des autoroutes bien tracées, tandis que les voies neuronales de la gratitude et de la joie sont depuis longtemps envahies par les mauvaises herbes. Tellement négligées que le chemin est presque introuvable. Emprunter ce chemin exige une immense conscience et une grande force de volonté. C'est comme essayer de faire en sorte qu'un grand fleuve coulant vers l'est tourne soudainement vers l'ouest. C'est aller à l'encontre de la nature. Mais c'est là le sens de la pratique spirituelle. C'est la dignité de l'être humain. Les animaux sont uniquement guidés par l'instinct, réagissant aux stimuli environnementaux. Mais les humains peuvent insérer une pause entre le stimulus et la réponse. Dans cette pause, vous pouvez choisir votre attitude. Vous pouvez choisir de rester la personne qui a perdu sa hache. Voyant tout le monde comme un voleur, vivant dans un monde hostile jusqu'à mourir de colère. Ou vous pouvez choisir d'être quelqu'un qui voit la beauté. Qui peut apercevoir une petite fleur s'épanouir au milieu des décombres, qui peut entendre la paix intérieure au milieu du tumulte de la ville. Ce monde est en réalité un immense miroir. Si vous souriez, il vous sourit en retour. Si vous pleurez, il pleure avec vous. Si vous brandissez le poing, il vous montre les crocs. Nous essayons toujours d'effacer notre image dans le miroir. De changer ce visage renfrogné, mais c'est finalement futile, car l'image dans le miroir n'est que le résultat. La véritable source est votre cœur. Alors, arrêtez d'essayer de changer les gens autour de vous, arrêtez de lutter contre cet environnement hostile. C'est comme essayer de tuer le monstre sur l'écran de cinéma. Vous donnez des coups de couteau à l'écran, mais outre le fait d'endommager l'écran, le monstre reste. Ce que vous devez faire, c'est retourner dans la cabine de projection et changer la bobine de film. Cette bobine de film, ce sont vos pensées, votre état d'esprit. Enfin, je veux vous poser une question. Une question qui pourrait vous empêcher de dormir cette nuit. Si votre vie en ce moment est un film écrit, réalisé et interprété par vous-même, et que vous vous êtes toujours considéré comme le protagoniste innocent qui souffre, mais que soudain quelqu'un vous dit que vous êtes aussi le scénariste cruel, que vous avez vous-même orchestré ces événements pour vivre une certaine histoire profonde. Alors, lorsque vous réaliserez que la bobine de film est entre vos mains, comment écrirez-vous la scène suivante ?